Les murs de la petite maison en pierre, nichée au cœur d'un village provençal, semblaient imprégnés du bonheur simple d'Alexandre Dubois. À 34 ans, Alex était l'incarnation de la vitalité. Les vidéos de famille qui tournaient en boucle sur le vieil ordinateur portable le montraient tour à tour en vététiste aguerri, dévalant une pente, en mari aimant embrassant tendrement sa femme, Chloé, et en père dévoué construisant des châteaux de sable avec leur fille, Léa. Chaque recoin de leur foyer racontait une histoire. Le VTT personnalisé d'Alex, fièrement exposé dans le garage, les dessins d'enfants de Léa aimantés sur le réfrigérateur, le parfum de lavande et de café qui flottait dans l'air chaque matin. C'était une vie tissée de routines rassurantes et de moments précieux, une normalité idyllique que Chloé chérissait sans se douter de sa fragilité. Le véritable sanctuaire d'Alex, son évasion, se trouvait à quelques kilomètres de là, les gorges du Verdon. Un décor de carte postale à la beauté sauvage et vertigineuse. Pour les touristes, c'était un spectacle de falaises de calcaire plongeant dans des eaux d'un turquoise irréel. Pour Alex, c'était un terrain de jeu exigeant, un partenaire de danse à la fois magnifique et impitoyable. Il connaissait par cœur le crissement de ses pneus sur les sentiers poussiéreux, le souffle du vent dans les canyons étroits et le silence profond qui régnait loin de la civilisation. Chaque sortie était un dialogue respectueux avec cette nature immense qui pouvait, il le savait, se montrer cruelle. C'était là, au milieu de cette immensité minérale, qu'il se sentait le plus vivant, repoussant ses limites, loin de son travail de bureau. Ce matin-là n'était pas différent des autres. Le soleil de Provence inondait déjà la cuisine d'une lumière chaude et dorée, tandis qu'Alex, méthodique, vérifiait une dernière fois son équipement. Pression des pneus, freins, fixation de sa caméra de casque, chaque geste était précis, fruit d'années d'expérience. Il se préparait pour une sortie en solitaire sur l'un des parcours les plus techniques du Verdon, une boucle qu'il aimait particulièrement pour son isolement. Il embrassa Léa sur le front et serra Chloé dans ses bras, lui lançant, avec un clin d'œil confiant, « Ne t'inquiète pas, je connais le chemin par cœur. Je suis de retour pour l'apéro. » Ce fut une promesse simple, un au revoir nonchalant, chargé de l'insouciance d'un quotidien heureux qui, sans qu'il le sache, venait de vivre ses dernières heures. Le soleil provençal, qui avait salué le départ d'Alex avec tant de chaleur, commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. Dans la petite maison, Chloé s'affairait, préparant l'apéritif promis. Le tintement des verres, le parfum du basilic frais et le rire de Léa qui jouait dans le salon composaient une symphonie familière et réconfortante. Pourtant, une note discordante commençait à se faire entendre dans le silence grandissant de l'attente. L'heure tournait et l'absence d'Alex, habituellement si ponctuelle, pesait de plus en plus lourd. Chloé jeta un coup d'œil à l'horloge murale, son sourire se figeant légèrement. Elle se rassurait, se disant qu'il avait dû être captivé par la beauté d'un nouveau sentier, perdant la notion du temps, comme cela lui arrivait parfois. L'inquiétude, d'abord une simple pensée fugace, s'est transformée en une angoisse palpable lorsque ses appels répétés vers le portable d'Alex sont restés sans réponse, tombant directement sur la messagerie vocale. Chaque tonalité infructueuse était comme un coup sourd porté à sa poitrine. Elle arpentait la cuisine, ses mains devenues moites, son cœur battant à un rythme désordonné. Elle essayait de rationaliser une batterie à plat, une zone sans réseau au fond d'un canyon. Les explications logiques se bousculaient dans son esprit, mais aucune ne parvenait à apaiser le nœud qui se serrait dans son estomac. Léa, sentant la tension de sa mère, s'approcha d'elle, les yeux interrogateurs. « Maman, quand est-ce que papa rentre pour l'apéro ?» La question innocente de sa fille fit voler en éclats le fragile rempart de calme que Chloé tentait de maintenir. La nuit est tombée, drapant le village d'un manteau d'obscurité et de silence. La promesse enjouée d'Alex, « Je suis de retour pour l'apéro », résonnait désormais dans l'esprit de Chloé comme un écho cruel et lointain. La maison, d'ordinaire un havre de paix, lui semblait maintenant vide et menaçante.
Chaque craquement du plancher, chaque souffle du vent dans les volets la faisait sursauter. La peur, froide et implacable, avait pris le dessus. C'est avec des mains tremblantes et une respiration saccadée qu'elle composa le numéro de la gendarmerie. Les mots peinaient à sortir de sa gorge nouée, sa voix n'étant plus qu'un murmure brisé alors qu'elle expliquait la situation à l'opérateur, dont le ton calme et professionnel contrastait violemment avec la panique qui la submergeait entièrement. L'alerte fut immédiatement prise au sérieux. Le peloton de gendarmerie de haute montagne, PGHM, fut mobilisé et la nuit provençale, habituellement si paisible, fut déchirée par l'urgence de l'opération de recherche. Le vrombissement des pales d'un hélicoptère de la sécurité civile brisait le silence, ses puissants projecteurs balayant les falaises calcaires et les profondeurs obscures des canyons. Au sol, des équipes de sauveteurs, équipées de lampes frontales, commençaient à ratisser les sentiers principaux, leurs voix résonnant sur les radios crépitantes. L'immensité des gorges du Verdon, si magnifique le jour, se révélait la nuit dans toute son hostilité, un labyrinthe minéral et végétal qui semblait capable d'avaler un homme sans laisser la moindre trace, rendant la tâche des secouristes presque insurmontable. Les heures s'étirèrent en une attente insoutenable. Chloé, restée à la maison sur ordre des gendarmes, était entourée de quelques amis et voisins venus la soutenir. Mais leurs paroles de réconfort se perdaient dans le brouillard de son angoisse. Chaque minute qui passait sans nouvelles était une torture, un clou de plus planté dans son cœur. Elle fixait son téléphone, espérant un appel qui ne venait pas, imaginant le pire. Au loin, le bruit intermittent de l'hélicoptère était un rappel constant et lancinant de la situation. L'aube se leva sur un paysage à couper le souffle, mais pour Chloé et les équipes de recherche épuisées, cette beauté était teintée de désespoir. Le soleil illuminait les falaises, mais ne parvenait pas à dissiper les ombres du mystère et de la peur. En milieu de matinée, une première et unique découverte fut faite. La voiture d'Alex, une Peugeot 3008, fut retrouvée sur le parking du Point Sublime, l'un des points de départ les plus connus pour les randonnées et les parcours VTT. Le véhicule était parfaitement garé, verrouillé. À l'intérieur, tout semblait normal. Une bouteille d'eau vide sur le siège passager, une carte des sentiers dépliée. Aucune trace de lutte, aucun signe suspect. Cette découverte était à la fois une confirmation et une source d'effroi supplémentaire. Alex était bienvenu ici. Il s'était préparé, avait garé sa voiture et s'était élancé sur les sentiers. Puis, il s'était volatilisé. Lui et son VTT personnalisé avaient disparu, comme absorbés par la nature sauvage, laissant derrière eux un vide assourdissant et le début d'un mystère qui allait hanter la région. 5 années s'étaient écoulées. 5 cycles de saison sur les gorges du Verdon, où le turquoise de l'eau en été cédait la place au grisacier de l'hiver, imperturbable. Le vrombissement des hélicoptères et les appels des sauveteurs s'étaient tus depuis longtemps, remplacés par un silence bien plus lourd, celui de l'absence et des questions sans réponse. L'enquête, après des mois de recherches infructueuses et d'hypothèses vaines, accidents, chutes, égarements, avait été officiellement classée sans suite. Pour le monde extérieur, l'histoire d'Alexandre Dubois était devenue une cicatrice discrète sur le paysage provençal, un récit tragique que l'on se racontait parfois pour rappeler la cruauté de la nature. Mais pour Chloé et Léa, le temps ne s'était pas écoulé. Il s'était figé, suspendu à cette promesse d'un apéritif qui ne viendrait jamais. Chloé naviguait désormais dans les eaux troubles du deuil blanc, ce deuil sans corps, sans certitude, qui ne permet ni de clore un chapitre, ni d'en commencer un nouveau. Chaque jour était un exercice d'équilibriste sur le fil de la raison. Elle maintenait une façade de normalité pour Léa, préparant les petits déjeuners, aidant aux devoirs, avec un sourire qui ne parvenait jamais tout à fait à atteindre ses yeux. Mais la nuit, dans le silence de la maison, le fantôme d'Alex était partout, dans le creux de sa place dans le lit, dans l'odeur de ses vêtements qu'elle n'avait jamais pu se résoudre à donner,
dans le VTT qui attendait toujours dans le garage, couvert d'un drap blanc comme un linceul. C'était une torture lente, une oscillation perpétuelle entre l'espoir insensé et le désespoir le plus total. Les souvenirs, autrefois source de joie, étaient devenus des éclats de verre dans son esprit. Elle se revoyait dans le jardin, un après-midi ensoleillé, regardant Alex apprendre à Léa, alors âgée de 4 ans, à faire du vélo sans les petites roues. Son rire puissant et rassurant résonnait tandis qu'il courait derrière la petite bicyclette rose, sa main solide guidant la selle. « Regarde droit devant toi, ma chérie, n'aie pas peur, je te tiens !» avait-il crié, le visage rayonnant de fierté. Aujourd'hui, cette scène, si vivace dans sa mémoire, était teintée d'une ironie cruelle. L'homme qui avait appris à sa fille à ne pas avoir peur de tomber s'était lui-même évaporé dans le vide, la laissant, elle, Chloé, sans personne pour la retenir. Pour Léa, qui avait maintenant 9 ans, son père était devenu une figure mythologique, un collage de photographies, de vidéos et des histoires que sa mère lui racontait. Ses propres souvenirs étaient flous, des sensations plus que des images claires. La rugosité de sa barbe de 3 jours, la sécurité de ses bras puissants, la soulevant dans les airs. Ces questions avaient changé avec le temps. Les « quand est-ce que papa rentre ?» des premiers mois avaient laissé place à des interrogations plus profondes, murmurées avant de s'endormir. « Est-ce qu'il m'aimait vraiment, maman? Est-ce qu'il serait fier de moi ?» Chaque question était un poignard dans le cœur de Chloé, qui s'efforçait de peindre le portrait d'un héros tout en luttant contre la colère et l'incompréhension qui la rongeait. Au fil des ans, la douleur de Chloé s'était transformée. La panique frénétique des débuts avait muté en une sorte de détermination froide et silencieuse. Elle était devenue farouchement indépendante, apprenant à gérer les finances, à réparer une fuite d'eau, à être à la fois le père et la mère. Cette force n'était pas un choix, mais une nécessité absolue pour ne pas sombrer. Pourtant, sous cette carapace, une veilleuse d'espoir refusait de s'éteindre. Parfois, tard dans la nuit, elle rallumait le vieil ordinateur portable, tapant le nom d'Alex dans les moteurs de recherche, parcourant des forums sur les personnes disparues, s'accrochant au plus infime des indices, à la plus improbable des théories. C'était sa quête secrète, son refus obstiné de laisser le silence gagner. Dans le village, la disparition d'Alexandre Dubois était devenue une légende locale, un conte de prudence pour les touristes trop aventureux. Les gens la saluaient avec une pitié bienveillante, un regard empreint de tristesse qui lui rappelait constamment son statut de veuve sans certitude. La beauté des gorges du Verdon, qu'elle avait autrefois tant aimée, lui était devenue insupportable. Ce paysage grandiose n'était plus pour elle qu'un immense tombeau à ciel ouvert, un labyrinthe de calcaire qui gardait son secret avec une indifférence minérale. Elle évitait les pointes de vue, les routes panoramiques, car chaque regard porté sur les falaises ravivait la vision de l'immensité qui avait avalé son mari, la laissant seule face à un vide tout aussi vertigineux. Chaque année, à la date anniversaire de sa disparition, Chloé accomplissait le même rituel douloureux. Elle conduisait seule jusqu'au parking du Point Sublime, là où la voiture d'Alex avait été retrouvée. Elle ne sortait pas du véhicule. Elle restait assise, le moteur éteint, contemplant le canyon béant qui s'étendait devant elle. Le vent qui sifflait contre sa vitre semblait murmurer des secrets inaudibles. Elle ne pleurait plus. C'était au-delà des larmes. C'était une communion silencieuse avec sa propre douleur, à un moment où elle laissait le poids des 5 années peser sur elle de tout son être. Elle restait là jusqu'à ce que le soleil commence à décliner, puis elle repartait, le cœur un peu plus lourd, mais avec la résolution renouvelée de tenir bon, au moins une année de plus. La vie avait donc trouvé une sorte d'équilibre précaire, une routine construite sur les fondations d'une catastrophe. La maison en pierre était redevenue un foyer, bien que hanté, où les rires de Léa et de ses amis parvenaient parfois à chasser les ombres. Chloé s'était habituée au silence, à la solitude, à cette conversation intérieure permanente avec un homme qui ne répondrait jamais. Elle avait presque accepté que le mystère de la disparition d'Alex
ferait à jamais partie d'elle, une question gravée dans son âme. Elle ignorait que, dans un canyon reculé et rarement exploré, la terre et les pierres, après 5 longues années de silence, étaient sur le point de livrer un premier fragment de vérité. C'est par une journée d'été étouffante, semblable à celle de la disparition d'Alex, que le silence fut brisé. 2 jeunes randonneurs, Léo et Mathis, cherchant à fuir les sentiers balisés et la cohue touristique, s'étaient aventurés dans un canyon secondaire, une faille étroite et rarement explorée, connue uniquement des locaux les plus téméraires. Sous la chaleur écrasante, au milieu du chant assourdissant des cigales, quelque chose d'incongru attira leur regard. Un éclat de lumière, un reflet métallique, anormal, qui ne provenait ni de la roche calcaire, ni de la végétation. Poussés par la curiosité, ils descendirent une pente d'éboulis instable, se dirigeant vers ce point scintillant qui semblait les appeler depuis les entrailles de la terre, ignorant qu'ils s'apprêtaient à rouvrir une blessure que le temps avait à peine commencé à cicatriser. À moitié enseveli sous un amoncellement de roches et de terre, témoin d'un ancien glissement de terrain, se trouvait la carcasse déformée d'un VTT. Le cadre, d'un bleu autrefois vif, était tordu et brisé, une roue était manquante, l'autre était pliée en un angle impossible. La violence de l'impact était palpable, même après 5 années d'enfouissement. Léo et Mathis se regardèrent, leur excitation initiale laissant place à un malaise grandissant. Ce n'était pas une simple épave abandonnée. Il y avait une aura de tragédie autour de cet enchevêtrement de métal et de caoutchouc. Dans le silence oppressant du canyon, ils comprirent qu'ils venaient de tomber sur une relique, une réponse silencieuse à une question que tout le village se posait encore à voix basse. Ils prirent quelques photos avec leur téléphone et contactèrent immédiatement la gendarmerie. L'appel fit l'effet d'une décharge électrique au poste de gendarmerie. Le nom Dubois n'eut pas besoin d'être précisé. On fit appel au capitaine Lacroix, l'enquêteur qui avait dirigé les recherches 5 ans plus tôt. À quelques mois de la retraite, cet homme, au regard las, était hanté par ce dossier, le seul véritable échec de sa carrière. La découverte de ce VTT était pour lui plus qu'une simple avancée. C'était une dernière chance, un écho inattendu du passé qui venait le tirer de sa résignation. Il se rendit sur les lieux avec une urgence fébrile, son cœur battant au rythme du vieil hélicoptère qui le déposa près du canyon, sentant le poids de ses 5 années de silence sur ses épaules. Sur place, l'identification fut rapide et formelle. Une gravure personnalisée sur le guidon, un numéro de série correspondant. C'était bien le vélo d'Alexandre Dubois. Tandis que l'équipe de l'identité criminelle commençait son travail méticuleux, Lacroix s'isola pour passer l'appel qu'il redoutait et espérait à la fois. Pour Chloé, le son de la sonnerie et l'affichage du numéro de la gendarmerie firent s'arrêter son monde. Sa main tremblait en portant le téléphone à son oreille. La voix grave et prudente de Lacroix lui annonça la nouvelle. Pas encore, pas encore, juste le vélo. Ce fut un choc brutal, un mélange vertigineux d'espoir et de terreur pure qui fit voler en éclats le fragile équilibre qu'elle avait mis 5 ans à construire. La scène de la découverte fut traitée avec la plus grande précaution, comme s'il s'agissait d'un site archéologique sacré. Chaque fragment de terre était brossé avec une infinie patience. C'est en examinant la roue arrière, celle qui était encore attachée au cadre, qu'un technicien fronça les sourcils. Il remarqua une minuscule fente dans la structure de la jante, un endroit où le métal avait été légèrement déformé par l'impact. À l'intérieur, logé profondément et protégé des éléments, par un miracle de circonstances, se trouvait un objet minuscule, sombre, qui n'avait rien à faire là. Ce n'était ni un caillou, ni un débris. C'était quelque chose d'artificiel, un corps étranger délibérément inséré ou violemment projeté à l'intérieur de la structure. Le capitaine Lacroix s'approcha, le souffle court. Sous le regard intense de toute l'équipe, le technicien utilisa une fine pince à épiler pour extraire délicatement l'objet. Il le déposa dans une coupelle stérile. C'était un minuscule rectangle de plastique noir, couvert de boue séchée, mais indéniablement intact.
une carte micro SD étanche. Le silence dans le canyon devint absolu, plus profond encore que celui des 5 dernières années. Cet objet infime, qui tenait sur le bout d'un doigt, contenait potentiellement toute la vérité. Ce n'était plus seulement l'épave d'un vélo qu'ils avaient de trouver, mais une capsule temporelle, le dernier message d'Alexandre Dubois, une voix préservée qui s'apprêtait peut-être enfin à raconter l'histoire de ces dernières heures. La carte micro SD, minuscule artefact de plastique et de silicium, reposait dans une boîte à scellés stérile, mais semblait peser une tonne dans la main du capitaine Lacroix. Autour de lui, le canyon avait retrouvé son silence, seulement troublé par le bruissement du vent et les clics des appareils photo de l'équipe scientifique. Pour ces hommes et ces femmes, c'était une pièce à conviction extraordinaire, un défi technique. Pour Lacroix, c'était autre chose, une relique, une potentielle capsule temporelle qui contenait soit la clé d'une résolution, soit la confirmation d'une tragédie indicible. Il sentait sur ses épaules le poids des 5 années d'incertitude de Chloé Dubois. Cet infime rectangle noir n'était pas seulement une preuve, c'était une promesse ou une malédiction. Et il était désormais le gardien de ce secret fragile. Le retour vers la civilisation fut un voyage tendu et presque surréaliste. À bord de l'hélicoptère de la sécurité civile, le vrombissement assourdissant des pales contrastait avec le silence solennel qui régnait dans la cabine. Lacroix tenait la mallette contenant la carte SD sur ses genoux, son regard perdu à travers le hublot, observant les gorges du Verdon défiler en dessous. Ce paysage majestueux et indifférent qui avait avalé un homme 5 ans plus tôt semblait le narguer de sa beauté immuable. Chaque recoin d'ombre, chaque fissure dans la roche aurait pu être le dernier témoin du drame. Il ne s'agissait plus seulement de transporter une preuve, mais de ramener un fantôme à la lumière, une tâche dont il sentait l'écrasante responsabilité à chaque battement de rotor. Informer Chloé de cette nouvelle étape fut l'un des appels les plus difficiles de sa carrière. Il choisit ses mots avec une prudence infinie, s'efforçant de ne distiller qu'une dose mesurée d'espoir, conscient que celui-ci pouvait être un poison cruel. Il lui expliqua la découverte de la carte mémoire, la possibilité qu'elle contienne des informations, mais insista sur la fragilité de la preuve et l'incertitude du processus de récupération. De l'autre côté du fil, le silence de Chloé fut plus éloquent que n'importe quel cri. Lacroix pouvait presque sentir le vertige d'émotions contradictoires qui la submergeait, la peur panique de ce qu'elle pourrait apprendre, et l'espoir insoutenable, presque douloureux, de pouvoir enfin mettre un point final à ce chapitre interminable de sa vie. La carte micro-SD fut envoyée en urgence à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, près de Paris. Dans une salle blanche, sous des lumières chirurgicales, les meilleurs experts en récupération de données du pays se penchèrent sur ce minuscule témoin. Le premier diagnostic fut un coup dur. La carte avait subi des dommages physiques et une longue exposition à l'humidité malgré son étanchéité supposée. Les données étaient profondément corrompues. Le processus de récupération ne serait pas une simple lecture, mais un travail d'orfèvre numérique, une sorte d'archéologie digitale où chaque bit d'information devrait être patiemment exhumé et reconstitué. Le temps, qui avait déjà étiré l'attente pendant 5 ans, devenait un nouvel adversaire, chaque heure passée au laboratoire prolongeant le supplice de l'incertitude pour Chloé et Lacroix. Pour Chloé, les jours qui suivirent furent une torture psychologique d'une intensité nouvelle. Le fragile équilibre qu'elle avait construit vola en éclats. Elle était de retour à la case départ, mais avec une angoisse décuplée. Chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter, chaque heure qui passait sans nouvelles était un fardeau de plus. Elle essayait de protéger Léa de cette nouvelle tempête, mais sa fille, désormais plus âgée et plus perceptive, sentait la tension électrique qui avait envahi la maison. Chloé se retrouvait piégée dans un purgatoire émotionnel, oscillant entre la préparation mentale à la pire des vérités, un accident violent, une agression, et le fantasme insensé qu'Alex puisse être en vie quelque part, la carte mémoire contenant l'explication de sa longue absence. Le capitaine Lacroix vivait cette attente avec une obsession
qui frisait l'insomnie. À quelques semaines de son départ à la retraite, ce dossier était devenu une affaire personnelle, le point d'orgue de sa carrière. Il passait ses journées dans son bureau, entouré des cartons de l'affaire Dubois qu'il avait fait ressortir des archives. Il relisait les témoignages, réexaminait les cartes, cherchant un détail qui lui aurait échappé, un indice que la nouvelle découverte pourrait éclairer. Il appelait le laboratoire de l'IRCGN 2 fois par jour, conscient de son impatience mais incapable de la contenir. Cette carte mémoire était sa dernière chance de tenir la promesse silencieuse qu'il avait faite à Chloé 5 ans plus tôt, celle de lui apporter la vérité, quelle qu'elle soit. Puis, après une semaine qui parut durer une éternité, le téléphone sonna dans le bureau de Lacroix. C'était le chef du laboratoire de l'IRCGN. La nouvelle était un mélange de triomphe et de frustration. Ils avaient réussi. Pas une récupération complète, loin de là. La plupart des fichiers étaient irrécupérables. Mais ils avaient depuis sauvé quelques fragments, des bribes de vidéos, pour la plupart inexploitables. Et un dernier fichier, plus long, presque intact, enregistré quelques instants avant la corruption totale de la carte. Le technicien décrivit la séquence comme étant troublante. Lacroix sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il prit une décision instantanée. Chloé méritait de voir cela en même temps que lui. Elle avait assez attendu dans le noir. Ce soir-là, la voiture de la gendarmerie se gara lentement devant la petite maison en pierre. Chloé attendait sur le pas de la porte, comme si elle avait su qu'il viendrait. Le visage du capitaine Lacroix était grave, impénétrable. Il ne lui dit pas ce qu'ils avaient trouvé, ni ce qu'ils n'avaient pas trouvé. Il n'y avait pas de mots pour préparer quelqu'un à une telle confrontation avec le passé. Il lui dit simplement, d'une voix basse mais ferme, « Chloé, nous avons quelque chose. Il faut que vous veniez avec moi. » Sans un mot, elle prit son sac, ferma la porte derrière elle et le suivit. Le court trajet jusqu'à la gendarmerie se fit dans un silence absolu, un silence lourd de 5 années de questions et de la terrifiante imminence d'une réponse. Dans la salle de visionnage aseptisée de la gendarmerie, le silence était si dense qu'il en devenait assourdissant. Chloé était assise droite comme un i, les mains crispées sur ses genoux, son regard fixé sur l'écran noir. À ses côtés, le capitaine Lacroix semblait retenir sa respiration, son visage habituellement impassible trahissant une tension extrême. Un technicien, le visage grave, lança la lecture. Les premiers fragments étaient un kaléidoscope chaotique de souvenirs fantômes, des éclats de ciel bleu-azur, le flou vert de la garrigue, le crissement des pneus sur le sentier poussiéreux. C'était la ballade d'Alex, sa dernière danse avec le Verdon, mais vue à travers un prisme brisé. Pour Chloé, chaque image était une torture familière, un poignard qui ravivait la plaie. Elle reconnaissait ses sentiers, cette lumière, mais l'absence de sa voix joyeuse, de son rire, rendait la scène insoutenablement vide. Le technicien annonça d'une voix sourde « Voici le dernier fichier, le plus complet. » L'écran devint noir une seconde, puis une nouvelle image apparut, radicalement différente. La perspective était basse, instable. Le son du vent et des pneus avait disparu, remplacé par une respiration haletante, rauque, presque animale. C'était le souffle de la peur, le souffle d'Alex. La caméra n'était plus en mouvement, elle était cachée, pressée contre la texture granuleuse d'un rocher calcaire. Lentement, avec une précaution infinie, l'objectif s'éleva au-dessus du rebord. Au loin, dans le panorama grandiose du canyon, une silhouette humaine se dessina, floue et indistincte. Un simple contour sombre, puis une secousse violente, un mouvement fulgurant, le bruit sec et horrible d'un impact. L'image se déchira en une mosaïque de pixels colorés avant de sombrer dans le noir absolu. Le silence qui suivit fut plus terrible encore que le bruit de l'impact. Il fut seulement rompu par le hoquet étranglé de Chloé, un son de pure horreur qui semblait arraché à son âme. Elle fixait l'écran noir, ses yeux écarquillés ne voyant plus rien, mais rejouant en boucle ces quelques secondes fatidiques. Les 5 années de deuil blanc,
d'incertitude, d'hypothèse d'une chute tragique ou d'un égarement, tout cela venait de voler en éclats. La vérité était infiniment plus monstrueuse. Il n'était pas tombé, il n'était pas perdu, il se cachait. Il avait peur. Le capitaine Lacroix posa une main sur son épaule, mais ces mots, prononcés d'une voix grave et changée, ne s'adressaient pas qu'à elle. Ce n'était pas un accident. Le mystère de la disparition d'Alexandre Dubois était résolu, mais celui de son meurtre venait de commencer. Le silence dans la salle de visionnage était devenu une tombe. Pour Chloé, le monde venait de basculer sur son axe une seconde fois. Pendant 5 ans, son deuil avait été tissé de l'image d'un homme défiant, une nature grandiose et impitoyable, un combat noble, bien que tragique. Cette nouvelle vérité était sordide, souillée par la malveillance humaine. La beauté sauvage du Verdon, qu'elle avait fini par haïr comme une geôlière indifférente, se transformait en la complice silencieuse d'un meurtre. Son chagrin, autrefois une vaste étendue de tristesse et d'incertitude, se cristallisait désormais en une colère froide et acérée. L'homme qu'elle pleurait n'était plus seulement perdu, il avait été traqué, terrifié, assassiné. Cette certitude brutale ne lui offrait aucune paix, mais changeait la nature de sa quête. Elle ne cherchait plus un corps, mais un monstre. Pour le capitaine Lacroix, cette révélation fut un séisme professionnel et personnel. À l'aube de sa retraite, il espérait clore le dossier Dubois avec la dignité d'une vérité tragique mais simple. Au lieu de cela, il se retrouvait face au cas le plus complexe et le plus sombre de sa carrière. L'affaire n'était plus classée, elle était rouverte, non pas comme une disparition, mais comme un homicide. Le fantôme d'Alexandre Dubois, qu'il avait poursuivi dans les canyons et sur les cartes topographiques, avait maintenant un visage tordu par la peur et un ennemi sans nom. Le départ à la retraite pouvait attendre. Il devait à Chloé, il se devait à lui-même, de ne pas laisser cette silhouette indistincte sur la vidéo rester une simple ombre. Sa dernière mission ne serait pas de fermer un livre, mais d'en écrire le chapitre le plus difficile. La nuit enveloppa de nouveau la petite maison en pierre, mais ce n'était plus la même obscurité. Chloé, rentrée chez elle, regardait Léa dormir, le cœur lourd d'une vérité qu'elle devrait un jour partager. Le portrait de son père, le héros aventurier, devrait être redessiné pour inclure la cruauté de ses derniers instants. Le deuil blanc était terminé, remplacé par une veillée armée, une attente non plus de réponse sur le comment, mais sur le qui. La promesse de l'apéro, qui avait sonné comme un adieu insouciant, résonnait maintenant comme le prélude à une embuscade. L'écho du Verdon n'était plus le murmure du vent dans les falaises, mais le cri silencieux d'Alex, un cri que Chloé et Lacroix étaient désormais les seuls à pouvoir entendre et, peut-être un jour, à venger.